Bonjour, bienvenue et merci à toutes celles et ceux qui suivent notre live. Nous avons le plaisir d'avoir aujourd'hui avec nous Monsieur Othman Ibn Razala pour traiter la thématique suivante, de la masse à la marge, quels arbitrages pour le futur du tourisme. Monsieur Ibn Razala, à la base vous êtes financier. Aujourd'hui, avec plus de 10 ans d'expérience, vous êtes expert en tourisme, fondateur de Iktishaf Travel, une agence de voyage qui propose de découvrir la destination Maroc de manière très originale et personnalisée. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Dans Merci. ce, dans ce webinaire, nous allons nous poser plusieurs questions sur le futur du voyage. S'il réside toujours dans le tourisme de masse ou est-ce que le secteur et les territoires deviendront plus restrictifs et sélectifs du tourisme qu'ils veulent voir se développer et comment? Je vous passe très vite la parole, Monsieur Ibn Razala, et je vous invite, chère audience, à rester avec nous jusqu'à la fin pour répondre aux questions. Merci beaucoup, Madame Nasseri. Merci pour l'invitation. C'est un honneur pour moi de pouvoir m'exprimer sur ce sujet. Donc, je vais commencer à parler de ce sujet en faisant un petit état des lieux de ce qu'était le tourisme, notamment au Maroc, pour ensuite essayer d'imaginer à quoi il va ressembler après l'épisode si spécial que nous avons traversé. Donc, il faut savoir que le tourisme au Maroc, c'était, avant le Covid, 70% de tourisme international et 30%, un peu plus de 30% de tourisme domestique. Donc le tourisme international, c'était en grande partie du tourisme de masse des grands tours opérateurs qui arrivaient à offrir des séjours tout inclus, euh, hébergement, restauration plus aérien, à des prix défiant toute concurrence, ce qui permettait à des villes notamment comme Agadir ou Marrakech, d'afficher des taux de remplissage assez satisfaisants. Aujourd'hui, nous dirigeons vers un renouveau du tourisme, vers la recherche d'un tourisme plus authentique, plus rural. Donc, c'est ce qu'on entend depuis le début du Covid. Au tout début du Covid d'ailleurs, dès mars 2020, avril 2020, on entendait énormément, moi-même d'ailleurs, de personnes qui s'exprimaient sur l'avenir du tourisme en disant que, sans nul doute, cet épisode qu'est le Covid va changer les comportements de façon euh, profonde déjà. On va vraiment assister à un changement profond de ces comportements et certainement des changements irréversibles. Et plus le temps passe, et moins j'y crois. Et aujourd'hui, j'ai réussi à établir un certain nombre de constats au fil de mes discussions avec de nombreux tours opérateurs, avec d'autres agences de voyage ailleurs dans le monde et au Maroc, des hôteliers également. Et donc les constats sont les suivants. Certes, le tourisme rural, le tourisme authentique, le tourisme personnalisé, les circuits thématiques, les circuits sur mesure sont en pleine expansion. C'était déjà le cas avant le Covid. Et on peut bien sûr dire que le Covid va accélérer ce phénomène. Mais il s'agit d'un séjour qui est 100% des fois plus cher qu'un tourisme, que des circuits en groupe, donc des circuits préétablis. Donc il n'y a pas un seul cas où un séjour sur mesure, même pour une famille nombreuse, sera moins cher qu'un package en groupe qu'on arrive à trouver sur des agences de voyage en ligne ou dans les agences physiques des gros tours opérateurs qui réalisent alors, tous ensemble, la majorité des nuitées, des réservations de nuitées au Maroc. Donc ce surcoût fait que ça reste adressé à une niche, à une minorité. Ça reste une activité de niche qui s'adresse aux voyageurs qui ont le pouvoir d'achat le plus élevé. Et c'est très difficile, d'une part, de faire de la masse personnalisée, et d'autre part, on s'adresse de toutes les façons à un pourcentage extrêmement réduit d'une population de voyageurs. Le phénomène auquel nous assistons aujourd'hui, c'est que le Covid lui-même est venu redistribuer les cartes
du pouvoir d'achat, on va l'appeler comme ça. Que ce soit chez nous au Maroc ou en Europe, qui est quand même le premier marché émetteur du Maroc, surtout si on parle d'Europe. L'Europe tout entière est de très loin le premier marché émetteur de touristes pour le Maroc. Le tourisme est venu quand même fragiliser une classe moyenne qui était déjà en cours de fragilisation et est venu accentuer les inégalités. Alors, elle les a accentuées partout dans le monde. On a vu aux États-Unis que une tranche de la population s'est appauvrie pendant que une partie des milliardaires ont doublé leur patrimoine. En Europe, on assiste au même phénomène et dans les pays en voie de développement, c'est plus difficilement mesurable, mais je doute que les pays en voie de développement échappent à cette règle. Le Covid, comme le font souvent les crises de toute façon, qu'elles soient financières, qu'elles soient économiques, qu'elles soient sanitaires comme celle que nous avons traversée, souvent les crises ont tendance à creuser les inégalités, en enrichissant certains, en 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 multipliant la fortune de ceux qui étaient déjà fortunés et en venant, heu, fragiliser d'autres et les mettre dans des situations précaires de façon, ponctuelle ou parfois, durable. Donc on se retrouve avec plus de voyageurs à fort pouvoir d'achat qu'avant et donc étant donné que la crise sanitaire, de par sa nature, a donné envie aux gens de voyager en plus petits groupes, a donné envie aux gens de voyager dans l'arrière-pays et que d'un autre côté, cette population-là, qui était une toute petite niche, s'est agrandie, nous allons bien sûr assister à une forte croissance de ce type de circuit. Donc, ça, étant donné les éléments que nous avons cités auparavant, nous sommes vraiment en mesure d'imaginer que ce type de tourisme, qui est d'ailleurs à forte valeur ajoutée et où les marges sont souvent assez confortables, ce type de tourisme va se développer. D'ailleurs, le tourisme de masse va en prendre un coup. Pas parce que les comportements vont changer, mais parce que la classe moyenne, qui était la plus consommatrice de ce type de voyage, va moins consommer. Ils vont pas arrêter de voyager, ils vont pas, avoir plus tendance à voyager dans leur pays par souci de développement économique patriotique ou par, je pense pas que ce soit une histoire de comportement ou de mentalité. C'est réellement pour des raisons purement financières. D'un point de vue vraiment macro, la tranche de la population qui avait l'habitude de voyager 2 à 3 fois en moyenne par an, ne voyagera peut-être que 1,8 à 2,2 fois en moyenne par an. C'est de ce phénomène-là que je parle. Les gens vont moins voyager par faute de moyens. La classe moyenne, dans sa globalité, s'est appauvrie partout dans le monde et donc ils vont moins consommer ces séjours qu'ils avaient l'habitude de consommer. Donc, on assiste plus à des phénomènes dictés par une redistribution des richesses qu'à une réelle prise de conscience ou qu'à une réelle volonté de consommer, engagée. Ou comme on pouvait le dire au début du confinement, lorsque les personnes étaient réellement enfermées chez elles et qu'on voyait les bienfaits de la disparition des masses sur certains écosystèmes naturels, quand on voyait le retour de certaines espèces dans leur habitat naturel parce qu'il n'y avait plus autant de trafic maritime, parce qu'il n'y avait plus autant de baigneurs, parce qu'il n'y avait plus autant de touristes en règle générale. On se disait que pour beaucoup, ça les ferait réfléchir et qu'ils changeraient de comportement. Je ne pense pas. Je ne pense pas du tout. En revanche, ce qui dicte directement les habitudes de consommation, c'est le portefeuille. Et cette redistribution-là va nous permettre d'assister à une forte croissance des séjours sur mesure, des séjours thématiques. Les personnes qui sont à fort pouvoir d'achat ont tendance à avoir beaucoup plus voyagé que les classes moyennes, donc elles ont tendance à vouloir redonner un sens à leur voyage, à force d'avoir voyagé. À un moment, on veut remettre au centre de nos séjours, certaines de nos passions, on veut mettre au centre de nos séjours une volonté d'apprendre, une volonté de partager. C'est comme ça que les séjours authentiques se développent. C'est comme ça que les séjours thématiques se développent également. Heu,
aujourd'hui, et ce depuis maintenant près de 10 ans, mais en effet, peut-être que le Covid va accélérer ce phénomène-là. Beaucoup de gens aiment voyager à travers leur passion. Que ce soit le sport, et donc les grands marathoniens aujourd'hui ne voyagent presque qu'à travers les marathons qui sont organisés dans telle ou telle ville, ou d'autres types de sportifs comme les nageurs spécialisés dans ce qu'on appelle la nage hivernale, c'est-à-dire c'est des nageurs qui aiment nager en eau particulièrement froide, dont la température est inférieure à 5 degrés, aiment voyager également à travers les compétitions de cette pratique-là. On peut avoir aussi affaire à d'autres types de passions, comme des danseurs de tango qui ne voyagent qu'à travers les festivals de tango organisés un peu partout dans le monde. Ça s'est multiplié. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens qui sont en recherche de sens, parce qu'ils voyagent beaucoup et parce qu'ils ont beaucoup voyagé, auront tendance à multiplier ce type de voyage. Il y a aussi un sentiment un sentiment communautariste, pardon. Donc c'est pas communautariste au sens des communautés comme on peut avoir l'habitude de l'entendre dans l'actualité, mais au sens de ces passions. C'est-à-dire que ce sont des communautés qui se créent à travers ces pratiques sportives. Ce sont des communautés qui se créent à travers des passions culturelles, que ce soit la danse, que ce soit l'art. Donc ces communautés aiment se retrouver à chaque rassemblement, à chaque événement, et donc ça va commencer à définir de nouveaux comportements de voyage. Donc là je repasse du côté des acteurs du tourisme. Tous ceux qui avaient déjà pris la peine de se développer sur ce segment, de créer des expériences touristiques autour de tel ou tel thème, ou bien autour de telle ou telle pratique, eux vont peut-être largement en profiter. Alors que ceux qui étaient plus positionnés sur du tourisme de masse vont connaître une reprise touristique quelque peu chahutée. Donc je pense que c'est peut-être à ce phénomène-là que nous allons assister. Ceux qui étaient positionnés sur du tourisme de masse, que ce soit dans l'hôtellerie ou dans la construction d'expériences, alors d'expériences peut-être pas, mais alors on va appeler ça la construction de circuits touristiques tout simplement, eux vont avoir peut-être plus de mal à retrouver les niveaux d'activité d'avant Covid. Parce que on va pas se répéter, donc pour toutes les raisons que nous avons déjà citées. Ils vont avoir du mal à retrouver le niveau d'activité d'avant Covid. Ceux qui sont sur de la création d'expériences, de la création de communautés de voyage, ceux qui sont sur de la découverte d'espaces vierges, qui sont sur la mise en contact entre les voyageurs et les locaux. Alors, quand je dis les locaux, on parle réellement de locaux dont le tourisme n'est pas le métier. C'est vraiment ça qu'il faut rappeler, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu de l'authentic washing. Comme on parle de greenwashing dans l'écologie, il y a eu de l'authentic washing dans le tourisme. Parce que le tourisme authentique a beaucoup perdu de sa substance. Et on parle beaucoup aujourd'hui de tourisme authentique, d'activités authentiques, alors qu'il n'en est rien. On reste dans ce qu'on appelle la folklorisation des populations, la folklorisation des cultures, la folklorisation du tourisme. C'est-à-dire qu'on prend des aspects culturels d'une ethnie, d'une région, d'un pays, et on les surjoue dans le cadre d'une activité touristique, soit un spectacle, soit une activité type des excursions en quad, par exemple, où on va s'arrêter soi-disant chez l'habitant pour une cérémonie du thé ou pour prendre un thé avec l'habitant. Mais il faut réaliser que cet habitant ne fait que ça toute la journée. Il reçoit des touristes qui s'arrêtent chez lui pour prendre du thé. Il n'est plus dans son mode de vie habituel. Donc il n'y a plus d'authenticité. Il n'est plus dans un échange spontané. Il est dans la folklorisation de son mode de vie. Et donc il a transformé son mode de vie en produit touristique, donc on a complètement perdu en authenticité. Et pourtant, c'est exactement ce type d'activités qui sont présentées comme des expériences authentiques. Donc les personnes qui sont en recherche de réelle authenticité en ont tout à fait conscience et ne vont plus du tout vers ce type de produits touristiques. Ils ne veulent plus aller voir des spectacles où on remet en scène les modes de vie, les danses. Ils veulent voir ces choses-là dans leur cru.
Et donc, ils ont envie d'aller assister à des festivals dans l'arrière-pays. Ils ont envie d'aller rencontrer des gens au sein de leur habitat, mais dans leur vie de tous les jours, sans que ce soit organisé pour le tourisme. Ils veulent vraiment rechercher ces choses-là. Alors, en tant qu'acteur du tourisme, pour proposer ces choses-là et qu'elles restent authentiques, on ne peut absolument pas le faire pour de la masse. Ce sera forcément des expériences qu'on proposera en sur-mesure à des petits groupes et de façon ponctuelle. Et donc, pour revenir à notre sujet, c'est la marge qui s'en ressent. Et donc, même si ces sujets-là sont des phénomènes de mode aujourd'hui et que beaucoup de personnes en parlent, ça va rester des activités réservé à 2 types de voyageurs, soit des voyageurs à fort pouvoir d'achat, pour les raisons qu'on vient d'expliquer, soit pour les voyageurs les plus, débrouillards, les plus aventuriers, qui sont réellement capables d'arriver dans une destination et de trouver l'information par eux-mêmes et d'aller dans l'arrière-pays par eux-mêmes, sans que ce soit organisé, sans être accompagnés. Mais donc, si on enlève cette partie-là de la population des touristes qui reste une toute petite minorité, pour les autres, on va parler de voyageurs à fort pouvoir d'achat qui veulent réellement, partager une expérience authentique avec des locaux, qui veulent réellement découvrir la culture locale, mais telle qu'elle est pratiquée par les habitants et pas telle qu'on veut la présenter aux touristes. Et donc, eux, ils auront accès à tout cela grâce à des agences de voyage qui proposent ce type d'activités en sur-mesure, mais qui seront des activités donc à forte valeur ajoutée touristique, mais qui dit à forte valeur ajoutée touristique, dit à, à prix élevé. Et donc, ce sont des activités qui ont des marges confortables, comme on le disait tout à l'heure, mais qui, du coup, pour revenir à notre sujet, donnent des prix par personne qui font que seule une population à fort pouvoir d'achat peut s'offrir ces choses-là. Donc, voilà, pour sortir de la folklorisation du tourisme, comme on le disait tout à l'heure, il faut également du pouvoir d'achat. Donc, pour revenir à notre sujet, globalement, nous allons assister à tous ces changements post-Covid, mais d'une part, ils sont dictés par une redistribution des richesses, et d'autre part, lorsqu'ils sont dictés par une volonté de redonner un sens à son voyage, seuls les voyageurs à fort pouvoir d'achat pourront le faire. Ou, pour le repréciser, les voyageurs les plus débrouillards, les plus matures dans le tourisme, dans le voyage et dans le tourisme. Donc, moi, je pense plus que nous aurons affaire à ce type de changement que ce que nous avons cité au préalable. Ce qu'il faut aborder aujourd'hui comme sujet, c'est que du côté des pouvoirs publics également, il y a une réelle volonté de s'adapter à ces changements post-Covid. Et donc, pour ceux qui avaient déjà commencé à le faire avant le Covid, bah, tant mieux, ils vont en profiter davantage. Mais pour les collectivités territoriales, pour les sociétés civiles, pour les organismes publics et pour les autorités touristiques en règle générale, la décision de vouloir développer ce nouveau type de tourisme, que ce soit le tourisme rural, le tourisme sportif, le tourisme authentique, le tourisme culturel, ce n'est pas du tout évident, ce n'est pas du tout facile. C'est aussi ça la difficulté à laquelle vont être confrontés les différents acteurs pour s'adapter à ces changements de comportement. C'est que ce sont des changements de comportement auxquels on ne peut pas s'adapter par des grands projets. Il faut des experts, il faut des projets ciblés, il faut une réelle connaissance du terrain, il faut mettre les populations locales au centre des projets de développement, il faut faire beaucoup de développement collaboratif et participatif pour pouvoir arriver à des résultats satisfaisants. Donc, il faudrait que le Maroc quitte complètement son approche immobilière du tourisme pour pouvoir s'adapter à ce tourisme de demain. L'approche immobilière du tourisme, c'est celle où on construit de belles infrastructures et de grands hôtels à grande capacité afin de développer le tourisme. Et en effet, on arrive à en augmenter les volumes, à recruter des ressources humaines en des chiffres qui sont satisfaisants pour notamment diminuer le chômage. On arrive à des résultats. Mais cette approche-là n'est adaptée qu'au tourisme de masse. On ne peut absolument pas développer le tourisme rural par cette approche. C'est pas en construisant des espèces
de chaînes d'auberges dans une région reculée, qu'on va pouvoir attirer les clients qui recherchent le dépaysement et les activités de plein air et les activités en pleine nature. Donc il faut soutenir ce développement à travers la sensibilisation auprès des populations locales et à travers le lancement de projets qui impliquent ces populations locales. Donc, quand je dis population locale, c'est encore une fois le tissu associatif, donc la société civile en règle générale, les acteurs publics, les collectivités territoriales, et cetera. Donc, on rentre dans un monde où tout va devenir plus spécifique, tout va devenir plus pointu. Donc il faut que ce soit des experts qui interviennent sur les sujets. Et quand je dis experts, c'est pas forcément sur le plan sur l'approche académique du terme, mais c'est plus sur une maîtrise du produit. Pour pouvoir mettre en avant un produit touristique lorsqu'il est dans l'arrière-pays, personne ne sera plus à même de le faire que les personnes qui connaissent le mieux cette région. On a assisté à énormément d'anecdotes où on voyait que des jeunes qui n'avaient absolument aucune formation, qui n'étaient pas, aucune formation, que ce soit dans le tourisme ou autre chose d'ailleurs, ils n'avaient aucune formation, mais par connaissance du terrain, par connaissance des environs, et cetera, arrivaient à proposer aux touristes qui étaient de passage dans l'auberge du coin ou dans la maison d'hôte du coin ou dans le gîte rural du coin, des visites, des découvertes, des circuits, absolument incroyables qui, heu, qui permettaient d'atteindre une grande satisfaction de la part de ces clients-là et qui augmentaient leur taux de retour et le phénomène de recommandation qui fait qu'il y a un effet boule de neige qui se crée autour d'un épiphénomène. C'est-à-dire qu'on va avoir un jeune de la région qui va connaître un grenier vieux de 400 ans ou des peintures rupestres dans une grotte qui n'est pas encore répertoriée et qui va emmener les clients visiter ces choses-là. Et ce genre de petite activité, qui découle d'initiatives individuelles de la part de personnes sans formation, peuvent parfois avoir plus de rayonnement à l'international que des gros projets immobiliers. Donc, voilà, c'est ce type de constat particulièrement étonnant qui nous permettent de réaliser que du coup, si on veut s'adapter, aux nouveaux comportements que nous avons cités tout à l'heure, et nous avons même expliqué pourquoi nous allons assister à ces nouveaux comportements. Si on veut pouvoir, s'y adapter, il va falloir changer l'approche. On ne peut plus développer, le tourisme comme on le faisait avant. Alors le tourisme de masse ne va pas disparaître, loin de là, mais il risque de passer par des moments difficiles, surtout dans les premiers temps après le covid, mais il ne disparaîtra pas. Donc c'est pas pour autant qu'il faut arrêter de développer le tourisme de masse. Mais ce n'est pas celui qui permettra au Maroc de développer un avantage, comparatif par rapport aux pays, soit les plus proches, géographiquement, soit les plus similaires en termes d'expérience, d'expérience de voyage. Si le Maroc veut développer cet avantage concurrentiel, il faut se concentrer sur, sur une bonne connaissance du terrain, sur, des projets de développement qui font participer les populations locales, pour plusieurs raisons. D'une part, comme, je le disais plus tôt, pour, profiter au mieux des ressources, des richesses dont dispose la région, d'une part, et d'autre part aussi pour que la population locale, soit consommatrice de ces produits touristiques. Donc ça, c'est peut-être le 3e constat que nous allons faire avant de clôturer, ce webinaire et de passer à la phase de questions-réponses. C'est que, déjà, il faut certes sortir de la folklorisation du tourisme. Il faut, être dans une approche, participative, pardon, et collaborative afin de développer au mieux ces activités, heu, authentiques, mettre en avant le patrimoine au mieux, valoriser les richesses d'une région de la meilleure des façons, et cetera, et cetera. Mais le dernier des points, c'est qu'en le faisant de cette façon-là, collaborative et participative, nous allons impliquer les populations locales qui vont, dans une certaine mesure en tout cas, devenir consommatrices de ces produits touristiques. Et ce qui a été fait comme constat, à travers le monde, c'est qu'un pays réellement mature
sur le plan touristique, au niveau de son tissu économique, au niveau de la structure de consommation, au niveau des effets de saisonnalité, et cetera. Les pays les plus matures sont ceux dont la population locale est très consommatrice des produits touristiques. Donc, cette ancienne approche où, par exemple, on créait des zones touristiques qui étaient complètement déconnectées du reste de la ville, qui était, elle, destinée aux locaux, c'est ça pour le coup, c'est vraiment du passé. Heu, on doit absolument penser le tourisme également pour les locaux et c'est en ayant un tissu de consommateurs locaux fort qu'on pourra construire de façon solide et durable un une communauté de voyageurs internationaux qui vont venir, heu, s'ajouter à ce socle local, à ce socle de voyageurs domestiques. Donc, il faut changer la donne et pas, aller chercher le voyageur domestique lorsqu'on manque de touristes étrangers, mais, construire une base solide de consommateurs, de voyageurs et donc de consommateurs locaux sur lesquels viennent se greffer les internationaux et donc, c'est ce qui crée une structure beaucoup plus solide, moins soumise aux effets de saisonnalité, beaucoup moins soumise à un effritement complet en cas de crise. Heu Crise, soit sanitaire, soit en raison d'une insécurité passagère, liée à des événements terroristes ou autres, peu importe les raisons de la lorsqu'il n'y a pas ce socle solide de consommation locale, on assiste à un effritement complet du marché, alors que, lorsqu'il y a une base solide de consommateurs locaux de ces produits touristiques, eh bien, ce type de crise viennent bien sûr impacter les niveaux de consommation, mais on n'assiste pas à un arrêt complet, on n'assiste pas à un effritement complet, donc ça vient renforcer la chose, ça vient de la même façon, les effets de saisonnalité ne sont pas aussi, marqués lorsque les populations locales consomment également le produit. Donc viser, cibler le consommateur local à travers le tourisme, c'est une absolue nécessité qui va permettre de construire de façon plus durable les produits touristiques adaptés aux habitudes de consommation de demain. Voilà, ça sera la phrase de conclusion de ce webinaire et je vous remercie de nous avoir suivis et écoutés et donc j'espère que ces paroles, susciteront en vous certaines questions, peut-être même certains désaccords, et je suis à votre disposition pendant cette bourse du tourisme régional de Tanger pour y répondre. Donc madame Nasseri, je vous redonne la parole. Merci, merci beaucoup pour votre temps, pour votre partage et pour votre riche intervention. Donc, sans tarder, je passerai aux questions. Euh, à côté du fait que, euh, à côté du fait que le tourisme de masse sera très affecté est déjà très affecté par la crise sanitaire et, et du pouvoir d'achat aussi. Il y a certaines destinations qui ont décidé de limiter le nombre de personnes dans certains lieux, certains lieux naturels, par exemple le Mont Blanc. Dans le but de faire rempart au tourisme de masse. Le pouvoir d'achat est affecté. Il y a certainement des conséquences sur les prix de voyage. Ça va être proposé ou à la portée de personnes ou de voyageurs à fort pouvoir d'achat. Mais côté expérience du voyageur, comment vous la voyez? Comment la décrire? Alors c'est assez intéressant comme question parce que ça met sur la table une autre raison des changements de consommation, mais qui là ne viennent pas du consommateur lui-même. Oui. C'est des changements de consommation induits par des décisions étatiques. Alors, je ne pense pas que cette décision ait été prise pour freiner le tourisme de masse. Je pense que cette décision, enfin, indirectement oui, mais pourquoi est-ce qu'on a cherché à freiner le tourisme de masse? À cause de l'impact écologique négatif qu'avait ce tourisme de masse sur les écosystèmes naturels. Donc,
En effet, en bout de course, le tourisme de masse a été peut-être carrément supprimé, ou en tout cas largement limité. Et, et donc, bien sûr, cette même expérience ne devient accessible qu'à des voyageurs à plus fort pouvoir d'achat, comme on le disait tout à l'heure, même si là, la raison est différente. Et du coup, l'expérience n'en est qu'améliorée, en revanche. Pour revenir à votre question, vous demandez comment est-ce que l'expérience allait être impactée. Vous Moins demandez de files d'attente peut-être. tout à fait moins de files d'attente, la possibilité de profiter d'un espace naturel qui est très peu fréquenté. Donc, on en profite dans le calme, on en profite dans la propreté, on en profite avec beaucoup plus de flexibilité parce qu'on peut prendre son temps à tel ou tel endroit, là où il fallait peut-être laisser la place à d'autres, etc., etc. Donc, l'expérience en est fortement améliorée pour ceux qui continuent d'avoir les moyens de pouvoir profiter de ces produits-là. C'est le même phénomène auquel on assiste lorsque des personnes jouissent de plus de flexibilité quant à leur date de voyage. Et lorsqu'ils peuvent se rendre dans des lieux touristiques en marge de haute saison, carrément en basse saison, où, où, où ils peuvent encore profiter d'un climat très favorable, mais après la cohue, eh ben, ils profitent un peu des mêmes éléments. C'est-à-dire que les mêmes plages, mais beaucoup plus propres, beaucoup moins bruyantes, avec beaucoup plus d'espace. Donc là, c'est pas l'effet de saisonnalité qui crée ce phénomène-là. Là, c'est une décision étatique et, qui force un peu le même résultat. Donc, on passe très vite à la deuxième question. Donc, aux côtés du tourisme de masse et tourisme expérientiel, la pandémie a accéléré l'émergence du tourisme éco-responsable. Le tourisme de demain sera-t-il vert? D'après ce que vous avez dit, il va être vert, mais par défaut et non par choix, puisque, comme on vient pour les raisons que vous venez de dire. Exactement, c'est très juste. C'est exactement ça, c'est un bon résumé, c'est-à-dire qu'il sera plus vert, Oui. mais parce que le tourisme de masse va être impacté par la baisse de pouvoir d'achat des classes moyennes, et parce que les personnes à plus fort pouvoir d'achat vont vouloir donner plus de sens et plus d'engagement à leur voyage. Et que ces personnes-là, en valeur absolue, augmentent. Leur nombre augmente. Étant donné que quand on dit que les crises augmentent les inégalités, ça ne veut pas dire qu'elles augmentent le nombre de personnes qui vivent dans la précarité. C'est les deux phénomènes qui sont accentués. C'est-à-dire que les personnes qui vivent dans la précarité augmentent et les personnes les plus fortunées, leur nombre augmente également. Les riches s'enrichissent. Il y a des personnes qui étaient peut-être dans la classe moyenne haute qui se sont enrichies et sont passées dans une catégorie au-dessus. Et il y a une large partie de la population qui passe aux catégories d'en dessous. Mais du coup, pour rester concentré sur ceux qui ont été au-dessus ou ceux qui y étaient déjà et qui se sont enrichis, ces personnes-là vont voyager davantage, elles seront plus nombreuses et elles chercheront à voyager en mettant leur engagement durable et leur engagement écologique au centre de leur voyage, ce qui va développer de façon très globale le tourisme vert. Ça, on peut s'y attendre en effet. Encore une dernière question pour conclure. Donc, quelles sont les grandes tendances de consommation touristique que nous allons voir en 2022 et après? Quelles sont les tendances et pratiques de demain? Eh bien, les tendances et pratiques de demain, je pense que dans une très petite mesure, elles vont correspondre à ce qu'on dit, à savoir que le tourisme rural va se développer. Il se développe déjà, on le voit. Il y a davantage d'activités de plein air qui se développent. Là où on y avait très peu accès ou très rarement accès, ça commence à devenir de plus en plus présent. Le tourisme sportif se développe également. Le tourisme qui mêle les deux, à savoir du sport et des activités de plein air, se développe également, notamment les randonnées, le rafting, le canyoning, la plongée sous-marine, l'escalade. Toutes ces activités-là se développent énormément, au Maroc ou ailleurs. Et
Mais ce à quoi on peut assister de façon sûre et certaine, notamment en très haute saison, donc en été et pendant les vacances scolaires, c'est que la majorité des voyageurs se ruent sur les gros resorts all inclusive, malgré la crise, malgré le risque sanitaire, malgré tout ce qu'on a vécu et tout ce qu'ont dit beaucoup d'experts au début du Covid. On a vu les personnes continuer à se ruer sur les gros resorts all inclusive parce que, d'une part, ce sont leurs habitudes de consommation. Les habitudes, on la vie dure, on ne change pas d'habitude aussi facilement, surtout lorsqu'on est une famille avec enfants. Il ne faut pas oublier qu'un voyageur seul est bien plus flexible et adaptable qu'une famille avec enfants ou que des personnes âgées. Donc, il y a des habitudes qui ne changent pas aussi rapidement. Et ensuite, il y a le confort de ce type de voyage. Le confort qu'apporte ce type de voyage. Et pour une population comme la population marocaine, qui n'est pas encore sur des habitudes très originales, sur une recherche d'originalité, une recherche d'authenticité, une recherche de connexion avec la nature, ou une recherche de connexion avec les populations locales lorsqu'elles voyagent à l'étranger ou dans d'autres régions. Comme on n'est pas encore sur ce type de recherche de produits touristiques, les resorts all inclusive, les hôtels, les stations balnéaires qui offrent des produits adaptés aux familles vont continuer à cartonner en période de vacances et pendant l'été. Alors que beaucoup de personnes s'accordaient à dire que les personnes fuiraient ce type d'établissement. Eh bien, il n'en est rien. Donc, le tourisme de demain va être binaire, surtout pour un pays comme le nôtre. On va assister à l'émergence et à la croissance rapide, étant donné qu'on part de loin. La croissance, elle, sera très rapide, à 2 chiffres, à 3 chiffres même pour certaines activités. Et on va assister à cela, donc à une croissance très rapide de toutes ces nouvelles habitudes de consommation, de tous ces nouveaux types de tourisme. Excusez-moi. Oui. Merci. Mais dans le même temps, certaines habitudes de consommation auront la vie dure. Donc, en fin de compte, la consommation ne changera pas autant que ça. Écoutez, en fait, ça dépend du point de vue. Pour les personnes qui s'attendent à des changements radicaux, la conclusion peut être celle que vous venez de citer. C'est-à-dire que pour ceux qui pensent que les comportements vont changer de façon radicale, qu'on va assister à des chamboulements profonds dans les habitudes de consommation, etc., eux, ils vont être déçus. Parce que non, ça ne change pas aussi vite. En revanche, pour ceux qui ne s'attendent à aucun changement, là, vraiment, on va pouvoir assister à une croissance rapide de certains phénomènes qui avaient déjà commencé avant le Covid, qui se développaient déjà, mais dont le développement va continuer, mais surtout va s'accélérer. Donc, il va y avoir ces 2 phénomènes qui seront conjoints. De toute façon, ce n'est jamais binaire, ce n'est jamais tout blanc ou tout noir. On ne peut pas assister à un développement qui prend une direction unique, ça va toujours un peu dans tous les sens. C'est la tendance globale qui évolue, mais elle évolue sur peut-être des décennies. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre intervention. Merci pour votre temps et je vous dis à très bientôt. Chère audience, je vous dis à demain avec une nouvelle thématique. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci.